Coucou! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler d'un sujet un petit peu touchy. Ouais, touchy. Un sujet qu'on déteste voir sur les réseaux sociaux. Qui est pas intéressant là, dans les 99% Ouais, du dans la temps. manière dont c'est fait. Exactement. Mais j'en ai marre des journalistes de mode qui nous parlent que de ça. On ne vise bien évidemment personne. On ne hein. vise personne. Donc, on va vous parler des tendances. Donc, on va balayer un petit peu de quand est-ce qu'à peu près on peut placer le début des tendances. Ouais. À comment est-ce que ça a évolué, avec qui, pourquoi, comment. Et surtout, on va apporter un regard critique pour justement expliquer à quel point ça peut poser problème ce système-là. Et ben, je te propose qu'on commence. Et bah allez, on commence. C'est parti. On va commencer en remontant très haut. La mode en tant que phénomène social et culturel se situe à l'intersection de plusieurs domaines différents entre le désir de nouveauté, la constitution des identités et la structuration des groupes sociaux. Avant tout, il est important de clarifier les mots qu'on va employer, notamment dans la démarche analytique qu'on va vous proposer. On l'avait déjà fait dans le premier épisode, mais on va faire une redite ici, clarifier 3 notions clés autour de ce concept-là: la mode, la tendance et le style. La mode désigne une dynamique collective, souvent cyclique, qui privilégie le changement comme moteur et qui se manifeste par l'adoption temporaire d'un ensemble de codes vestimentaires, notamment guidés par, on en reparlera tout à l'heure, mais les maisons de couture, les médias ou les figures d'autorité dans le milieu. À l'inverse, le style correspond davantage à un apprentissage individuel et stable de ces codes de la mode. Il s'agit d'une façon personnelle et parfois intemporelle d'interpréter tout ça, de se vêtir et d'affirmer son identité. Ouais. En fait, le style, c'est vraiment l'identité des gens. Ouais, genre. c'est toi, C'est quoi. individuel. Vraiment, C'est pas collectif, voilà. c'est vraiment individuel. Enfin, la tendance se situe un petit peu à la croisée de ces deux notions. Elle correspond à un phénomène transitoire, souvent, voire même tout le temps éphémère, qui traverse la mode grâce à un emballement social, donc un engouement soudain pour quelque chose, médiatique ou industriel. Et les tendances se manifestent par la récurrence d'une couleur, d'une coupe, de tissus, d'accessoires, qui acquièrent une importance décisive au sein du collectif avant de, assez spontanément, Ouais. complètement s'effacer et disparaître. Ouais, c'est ça. Et c'est là où la tendance peut aussi s'entremêler du coup avec le style, puisqu'il y a des gens qui vont adopter une tendance, mais ça va être Ouais. genre leur style. La tendance, on peut se l'approprier, Ouais. mais on ne peut pas être une tendance. Enfin, C'est ça. en général, on n'incarnera jamais complètement une tendance. Elle finira toujours par s'évanouir. Il y a seulement des éléments qui peuvent Ouais. rester dans notre vocabulaire vestimentaire, mais rarement l'ensemble de la tendance va rester dans notre vocabulaire. Une tendance qui dure, entre Ouais. guillemets. Donc une Parce que tendance... toutes ne durent pas de la même manière. On vous parle d'une vraie tendance, de quelque chose qui va impacter quelque part le style et la mode. Et ben cette tendance-là, elle va durer entre 3 à 5 ans. Enfin voilà, voire souvent entre 3 et 5 ans de façon plutôt contemporaine. Dans ces 3 à 5 ans, elle va pas forcément rester stable, Non, elle va se évoluer, cristalliser autour cristalliser. de certains trucs, se transformer, mais on va retrouver des éléments de base de cette tendance-là qui vont rester. Les fonctions sociales du vêtement ont été analysées par de nombreux sociologues. Je pense notamment à Georges Simmel et Thorstein Veblen, que je vous recommande de lire. C'est des livres très intéressants. J'ai lu pour la vidéo. Simmel, notamment dans sa philosophie de la mode, explique que le vêtement permet d'articuler deux logiques apparemment opposées, on en a déjà parlé dans des épisodes, celle de la différenciation et celle de l'appartenance, donc ces fameuses distinctions entre imitation et distinction. Porter un vêtement à la mode, adopter une tendance, c'est à la fois se fondre dans une masse, dans un groupe collectif, donc imitation, mais aussi marquer sa singularité par la manière dont on va adopter cette fameuse tendance, donc la distinction. C'est ce qu'on disait, c'est qu'une tendance, on va pas forcément l'incarner dans son entièreté, mais qu'on va se l'approprier en fonction de qui on est, de notre corps, voilà, enfin, on a plein de paramètres qui vont faire que la tendance, on va pas forcément l'adopter complètement. D'ailleurs, on reviendra dessus tout à l'heure, mais ça pose aussi la question de la standardisation et de comment est-ce que les médias, la presse et tout font pour mettre en avant des modèles qui peuvent complètement adopter la tendance parce que dans leur corps et tout, ils ont cette capacité-là face à des gens qui n'ont pas forcément ces mêmes standards physiques et qui donc ne peuvent pas adapter complètement la tendance, et donc ça crée justement cette distinction. Par exemple, dans les sociétés de l'Ancien Régime, on va avoir le port de la perruque poudrée, le jabot ou les étoffes plus précieuses
type soie, dentelle et compagnie, qui signalait l'appartenance à la noblesse, tout en indiquant, selon notamment les tailles, par exemple des perruques, ou le nombre d'ornements, la manière dont ils étaient agencés, qu'ils étaient présentés sur le vêtement, une position spécifique dans cette fameuse hiérarchie, c'est manifester sa personne, son appartenance à quelque chose, à travers justement des petits accessoires, des petits détails. On les remarque pas forcément tout de suite. En fait, quand on connaît véritablement les accessoires, les vêtements et tout, on va s'intéresser à ça et le remarquer. Et Veblen, lui, a introduit un concept particulier. La consommation ostentatoire. Ou aussi, dans une certaine mesure, appelé l'effet Veblen. Le vêtement sert de vitrine sociale, donc on ne porte pas le vêtement et on n'achète pas le vêtement pour son utilité, pour ce qu'il est en fait fondamentalement. On l'achète pour ce qu'on peut en faire, c'est-à-dire en faire un outil de notre prestige. Je pense notamment à un accessoire qu'on connaît tous. J'en ai parlé sur TikTok, j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à ça. Le Birkin, qui est vraiment pour moi celui qui cristallise le plus cette théorie et cet effet Veblen, où justement on va acheter ce sac non pas parce qu'il est utile en tant que sac, mais pour ce qu'il est et qu'on ne va pas l'utiliser en tant que sac, mais on va l'exposer, le montrer très rarement pour manifester une appartenance à un groupe social particulier, mais on ne va pas s'en servir en tant que sac parce que de nos jours, qui utilise un Birkin comme sac à main? L'objet a pour fonction première non plus, par exemple pour le sac, d'être un sac et de pouvoir ranger des trucs, mais d'indiquer un statut social et économique particulier. Par exemple, on peut citer le costume 3 pièces qui est un indicateur bourgeois de la fin du 19e siècle. Un peu avant nous, les tailleurs Chanel qui indiquaient véritablement l'appartenance à une élite sociale et économique extrêmement élevée. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui... Mais on reconnaît quand même le truc Chanel, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de marques vont imiter ce truc-là. C'est justement... le tailleur Chanel. Voilà, c'est toute la notion de désirabilité, d'imitation. On faisait un bond dans le temps jusqu'à la Renaissance où les sociétés de cour, et notamment la France et l'Italie, comme toujours, mettent en scène le vêtement comme marqueur social, d'innovation et forcément de distinction. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce sujet dans ce fameux livre qu'on a déjà cité à plusieurs reprises de Daniel Roche, qui est La culture des apparences, qui est véritablement l'ouvrage pour moi le plus complet pour l'époque de l'Ancien Régime. On a par exemple la reine Catherine de Médicis, qui va vraiment imposer son goût pour le noir. La cour de Versailles, ensuite, elle va vraiment devenir un laboratoire d'expérimentation à ciel ouvert. On s'en l'avait déjà dit off course, mais là, ça va être la débandade. Comment il s'appelle le mec dans One Piece, là? Je suis pas sûre que Marie-Antoinette aurait aimé être comparée à Mr. Two, mais bon. Chaque saison allait apporter son nouveau lot de nouveautés. Comme aujourd'hui, au final, ça a pas beaucoup changé. Encore une fois, Daniel Roche, La culture des apparences, il analyse complètement le vestiaire de Marie-Antoinette. Vous verrez à quel point la meuf avait du fric pour s'acheter des vêtements, genre. Elle achetait les vêtements. Elle a acheté. Tous les 2-3 jours, elle renouvelait sa garde-robe. Les tenues de Marie-Antoinette, quant à elle, c'était aussi l'extravagance. Robe à panier, pouf capillaire décoré de miniatures navales. Hyper beau. Moi, j'adore les trucs. Galliano l'a fait. C'est très dur à faire. Ah oui, elle a fait le maquillage. J'essaie de tout lui remettre sur elle. Voilà, elle a pas assez de fame. On lui donne de la lumière. On se tient les petits crêtes. C'est vraiment emblématique, en fait. Tout ce qu'elle va faire, ça va vraiment asseoir, en fait, sa posture de personne qui a du pouvoir. Elle va affirmer sa supériorité et surtout réactiver la nouveauté. C'est un peu, attention, trigger warning, c'était un peu la Kim Kardashian de l'époque. Une insulte, c'est une insulte, sachez-le, c'est une insulte. D'ailleurs, si elle faisait tout ça, c'est parce que c'était un personnage un petit peu ambivalent qui était beaucoup déprécié en France, parce que ce n'est pas une Française. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle utilisait beaucoup la mode pour asseoir son autorité, qu'elle avait besoin physiquement de manifester son pouvoir et son appartenance à un cercle particulier. Et donc, c'est pour ça qu'on place aussi ce cycle des tendances un petit peu à partir de ce moment-là, parce que Marie-Antoinette est véritablement l'incarnation historique de ce phénomène-là. C'est vrai que c'était fou. La démocratisation du vêtement va se faire progressivement grâce au développement de l'urbanisation et au développement industriel qui va commencer à partir du 19e siècle. L'aristocratie n'est plus la seule détentrice du pouvoir de prescription. La bourgeoisie influence les codes. La presse spécialisée diffuse les modèles. Allez voir notre vidéo sur la presse mode. L'industrie permet la réplication et la distribution rapide de ces nouveaux styles. À titre d'exemple, on va avoir les crinolines qui vont être popularisées par les magazines spécialisés, transformant d'ailleurs radicalement le corsetage du corps féminin, tandis que la démocratisation du jean, elle, ça va être dans les années 50 aux États-Unis et elle naît dans des milieux ouvriers. La tendance est le moteur visible d'un processus complexe. Elle catalyse les tensions entre uniformisation et distinction, collectif et individuel, innovation et tradition. Les exemples historiques qu'on vous a cités
cité donc des extravagances de la cour à justement la démocratisation de ce dénime à la mi-20e siècle, à la valorisation récente du streetwear, témoigne justement de cette capacité du vêtement à servir d'indicateur social, d'objet d'identification et de levier d'émancipation, notamment dans les jeux de pouvoir et dans les pratiques culturelles. Durant les 19e et 20e siècles, l'histoire de la mode connaît une transformation radicale, influencée par de nombreux phénomènes qui vont converger. On a les maisons de couture qui apparaissent, notamment sous l'impulsion de Worth. On a, tu le disais, une industrialisation qui est de plus en plus présente, de plus en plus rapide et de plus en plus puissante. Et on a des presses qui se spécialisent de plus en plus et qui deviennent donc des vecteurs essentiels de la propagation des tendances. Au 19e siècle, la haute couture naît à Paris, où Charles Frédéric Worth inaugure la profession de grand couturier, donc de créateur, instaurant d'ailleurs les premiers phénomènes de saison et notamment les défilés. Ensuite, on va avoir après Worth des maisons de couture qui vont naître de plus en plus un peu partout et elles incarnent justement ces personnages prescripteurs de tendance. C'est un peu les nouvelles Marie-Antoinette. C'est ça. Elles fixent donc les rythmes des tendances, dessinent les nouveaux codes et permettent à la nouveauté de s'incarner dans une dimension plus structurée où le créateur devient véritablement un faiseur de mode. Parallèlement, le développement industriel va révolutionner la production textile. La mécanisation et les nouvelles techniques vont vraiment permettre au textile de vraiment fabriquer à une beaucoup plus grande échelle et donc ça va permettre à vraiment donner à tout le monde. Et bien évidemment, vous vous doutez bien que ça s'accompagne de l'accélération de la production de presse, donc de papier, etc. Notamment avec les grands magazines Vogue ou Harper's Bazaar. Donc les gens vont pouvoir enfin avoir un visu sur ce qu'on dit. Ça va permettre de diffuser massivement les images et récits des défilés. Ouais, et puis des patronages. Et les patronages. Bah, on a Mode et Travaux, moi c'est celui que je connais le plus. Ouais, bah oui. Les tendances, du coup, elles vont plus du tout se limiter à la bourgeoisie, aux grandes gens, etc. Ouais. Elles vont vraiment se diffuser partout dans les rues, dans les villes, dans nos campagnes. Elle va s'immiscer vraiment partout. Et on va vraiment être guidé par la visualisation de la croissance de la presse spécialisée. L'histoire de la mode se ponctue alors par de grandes ruptures et d'épisodes marquants qui témoignent de l'évolution du rapport à la nouveauté. On a les années folles pendant l'entre-deux-guerres qui incarnent la libération du corps, notamment du corps féminin avec la disparition du corset, l'avènement des silhouettes fluides, la silhouette un peu à la garçonne qu'on attribue malencontreusement, malheureusement à Coco Labo, qui va complètement contre les conventions de l'époque et qui justement est une tentative de rompre avec les traumatismes de la Première Guerre mondiale. On a les swinging 60s, portés par Londres et l'effervescence de toute la jeunesse londonienne. On a notamment la mini-jupe de Marie Kant. On va voir toutes les couleurs pop, l'arrivée du prêt-à-porter qui vont bouleverser l'industrie mais aussi les imaginaires liés aux vêtements. On va avoir aussi beaucoup de mutations sociales qui vont influencer ce concept de tendance avec les notions d'émancipation, de pop culture, d'internationalisation et de mondialisation qui rendent justement la tendance omniprésente dans nos sociétés et qui est alimentée par la visibilité télévisuelle et publicitaire puisqu'on va avoir le développement de la télévision, notamment avec un gros boom dans les années 60. On a l'explosion du streetwear dans les années 80-2000 qui marque cette troisième révolution. Ce sont les codes des communautés dites afro-américaines, du hip-hop, du skate, du graffiti, qui vont s'immerger dans les codes de la couture. Donc on va retrouver des baskets, des survêtements, des accessoires comme les casquettes, les logos surdimensionnés, qui deviennent des objets désirables, validés par des marques de luxe comme Louis Vuitton, à travers notamment leur collaboration avec des artistes du milieu ou des créateurs issus des subcultures. Cette hybridation illustre cette démocratisation accélérée du phénomène de tendance. Les tendances se diffusent à partir des années 80-2000 à une vitesse inédite jusqu'à présent qui n'avait pas été observée dans la société, portée notamment en grande partie par l'apparition d'Internet, des forums, des blogs et plus tard, donc contemporains de nous, des réseaux sociaux. Après, nous, on était très blog. Parce que Tumblr et compagnie, j'ai jamais été dedans. Ouais, je fais mon coming out. Tumblr, c'était tellement tendance. C'était hyper in d'avoir Tumblr. Tout le monde m'en parlait. Dans les cours de récré, je faisais trop semblant de connaître. Je voulais appartenir au groupe social. Ça a fonctionné, dis donc. T'es folle. Tu peux me dire, fais ça. Achète-moi des slingbacks Saint-Laurent. Alors, vous vous doutez bien quand même que pour chaque période, il y a vraiment des exemples de vêtements, de coupes, de tenues qui ressortent. Donc, on va en citer quelques-unes. Les robes à franges et les coupes courtes. Ça, c'est vraiment les années 20 qui signent vraiment une rupture
sur la mode Belle Époque. Ensuite, on va avoir tout ce qui est mini-jupe à la Marie Kant, motifs psychédéliques qui là vont... 60-70. Ouais, c'est ça, qui vont vraiment marquer un peu Scooby-Doo. Pour moi, c'est un compliment, hein. Témoigne vraiment d'une radicalité dans les 60s. On va avoir des icônes comme Snoop Dogg ou encore Tupac qui vont imposer les codes du streetwear, aussi Alia, Lil Kim, of course, qui vont ensuite être repris dans des défilés, déclinés pour le luxe, réinventés pour le luxe, enfin bon bref, vidés de toute idée politique et contestataire de... Ça c'est son sujet, sachez-le. Donc du coup, la mode va bien évidemment reprendre tous ces codes-là et les mettre dans le luxe. À travers donc toutes ces dynamiques, la mode va vraiment se transformer d'un système qui va être hiérarchisé à un système qui va être complètement horizontal. Ouais. Ça va être un espace très horizontal parce qu'on avait avant quelque chose de très vertical. Là, on est sur du linéaire. Voilà. On zigzag comme ça. On montait, là maintenant on est vraiment sur une correspondance. Ouais, où la nouveauté ne va plus être directement dictée par l'élite, mais résulte des mouvements populaires, contestataires, des communautés dites marginalisées, minoritaires ou des réseaux hybrides. Cette histoire des tendances du 19e au 21e siècle révèle donc une progressive complexification dans ce phénomène des tendances. Le rapport à la nouveauté, tu le disais, n'est plus seulement vertical, donc du haut vers le bas, mais véritablement horizontal. Il est transversal et instantané. On est de plus en plus confronté à la tendance, donc on peut l'avoir de plus en plus. Là où avant, comme c'était notamment dans les cours, on avait une espèce d'endogamie et ça prenait plus de temps à descendre. Là, c'est clair que tu te la prends tous les jours dans la gueule en scrollant sur. Surtout quand on voit les journalistes ne parler que de ça sur TikTok. Qui questionne à chaque époque la fonction sociale, politique ou identitaire du vêtement et de la mode. La naissance, la diffusion et la disparition des tendances suivent une dynamique complexe, toujours en mutation, évoluant au fil des époques, des technologies et des acteurs impliqués. Dans la création même des tendances, différents protagonistes occupent le devant de la scène. Au début de notre ère plus contemporaine, ce sont essentiellement les créateurs de mode et les maisons de couture qui jouent ce rôle de prescripteurs. Donc ils imaginent les silhouettes, les couleurs, les motifs qui sont présentés lors des défilés et qui orientent le regard des médias et de la clientèle. Ce pouvoir de prescription repose sur une légitimité culturelle. Au 19e siècle, Worth à Paris, puis au 20e siècle, Coco Labo, Dior, Saint-Laurent, Balenciaga, tous les prénoms que vous connaissez, dictent la mode depuis leur salon et sont relayés par les journalistes. Cependant, ce système en fait de création de tendances, il s'est vachement ouvert au fur et à mesure du temps, avec l'éruption bien évidemment des nouveaux médias, la presse écrite, la photographie, la télévision et, course, les réseaux sociaux qui sont venus bien plus récemment. Tout ça devient tout simplement des petits enfants d'une même logique, celle de la diffusion accélérée et globalisée. Aujourd'hui, les influenceurs et les algorithmes des plateformes, Instagram, TikTok, Pinterest, tout ça, pèsent lourdement sur le destin de chaque nouvelle tendance qui arrive. Ce sont les vidéos virales, les posts sponsorisés, les recommandations personnalisées, les cookies, qui vont propulser du jour au lendemain un sac, une chaussure, un access, enfin bref, un truc en fait, du jour au lendemain. Et c'est grâce à tout ça. Et ça va le propulser à une audience littéralement mondiale, hein, donc tout le monde va avoir la même... Souvent, les contenus sponsorisés, on va demander la même chose à un groupe d'influenceurs. Et donc, ça permet de créer un phénomène publicitaire unique, mais diffusé. Et donc, ce qui permet de créer un phénomène mondial parce que petit à petit, chacun va l'adopter. Et donc, ça crée un phénomène ricochet. Bon, je pense que vous êtes tous au courant. Les marques exploitent vos données, les vendent. Et donc, elles vont traquer vos likes, vos hacks, vos achats, vos mentions, enfin bon, bref, tout. Et vont adopter leur collection à cette nouvelle cartographie de la viralité. Rendant d'ailleurs le cycle de vie de la tendance ultra éphémère ou alors fragmenté. Du point de vue de la sociologie, plusieurs modèles cherchent à décrire ces mécanismes de diffusion. Le modèle trickle-down proposé par Veblen affirme que les tendances vont de l'élite vers les classes populaires. La nouveauté descend socialement. Les riches innovent, les autres imitent. Et inversement, le trickle-up contemporain, du coup, montre que certaines tendances naissent des contre-cultures ou des subcultures, notamment du streetwear, du skate, du hip-hop avec tout ce qui est lié au streetwear, avant d'être appropriées par le luxe mainstream, qui deviennent un emblème de quelque chose d'underground mais populaire, qui sont adoptés par la masse et réhabilités dans parfois même la haute couture. On a aussi Georges Simmel qui explique ça pour la Société de l'Ancien Régime. Ces
l'idée qu'une fois qu'une tendance a été complètement absorbée par la masse subalterne, entre guillemets, on va devoir, c'est une nécessité pour les plus nobles, de créer une nouvelle tendance pour se distinguer de toute la masse. Voilà, donc je vous renvoie vers Veblen et Simmel qui sont pour moi les plus intéressants sur ce sujet. Plus récemment, la diffusion semble se faire de façon horizontale, on en parlait, avec un empowerment consommateur qui brouille la hiérarchie entre prescripteurs et imitateurs. On ne sait plus aujourd'hui qui va lancer les tendances. On va toujours tenter de les attribuer à une marque, à quelqu'un ou quoi que ce soit, mais dire qui a lancé une tendance aujourd'hui, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est ridicule. C'est ridicule. La mode circule aujourd'hui entre niches, communautés et espaces virtuels, et chaque groupe peut amorcer ou propulser une tendance. Donc encore une fois, c'est très compliqué. On n'est plus à Marie-Antoinette qui, elle, pour le coup, incarnait véritablement une nouveauté. Ça n'existe plus, ça. On est vraiment arrivé à un stade de l'histoire où c'est plutôt un groupe communautaire qu'on peut identifier comme ayant impulsé une tendance, et encore que c'est très compliqué d'identifier d'où part véritablement la tendance. La viralité contemporaine s'accompagne d'une accélération manifeste des cycles, là où autrefois une tendance pouvait mettre des saisons, voire des années à s'imposer. Elle se décline désormais en quelques semaines, portée par l'instantanéité des réseaux sociaux notamment. Les recherches récentes sur la viralité montrent que les plateformes numériques favorisent l'émergence de micro-tendances, on en avait déjà parlé. Par exemple, la couleur Barbiecore, tout le monde voulait porter du rose et tout. Ou le style Y2K qui, à des moments, est hyper en haut, et puis après, en bas, et puis en haut, et puis en bas, et puis c'est vraiment... n'importe quoi. Qui circulent, explosent et disparaissent complètement, aussi vite qu'ils sont arrivés sur le marché. Les données massives générées par les utilisateurs alimentent de nouveaux outils d'analyse capables de repérer et d'orchestrer l'exploitation ou la mort anticipée de ces tendances. On peut parfois choisir, avant même qu'une tendance naisse, de l'enterrer, parfois au détriment de leur portée culturelle ou symbolique. T'en parles extrêmement souvent avec le streetwear qui a été complètement vidé de sa portée culturelle et politique. J'allais voir mon docteur, là. J'allais me faire des injections. La genèse, la diffusion, la disparition des tendances, autant dans des espaces physiques des créateurs et dans les médias que dans l'infrastructure algorithmique des plateformes contemporaines. Et ce nouveau régime de la tendance interroge bien évidemment les modèles anciens et multiplie évidemment les hybridations. Il donne autant de pouvoir à l'individu qu'à l'industrie, brouille les frontières entre prescripteurs et imitateurs et fait de la viralité la principale force motrice d'un système toujours en quête de nouveautés. Le cycle de la vie d'une tendance, faut savoir qu'elle est rythmée au rythme de plusieurs phases qui vont être distinctes, analysées par la sociologie. Adoption initiale par une minorité, massification, rejet, puis recyclage. Ce schéma classique se retrouve tout le temps. Dans l'histoire longue, ça a apparu. Dans notre histoire contemporaine, qui est donc courte, ça apparaît aussi. La première phase est celle de l'adoption par une minorité innovatrice, une élite, un créateur, un petit groupe social ou une sous-culture. Veblen d'ailleurs le montre avec son trickle down, que la classe dominante crée la nouveauté pour signifier leur distinction et leur statut social. Cette innovation est ensuite observée, désirée et imitée par les autres couches sociales. La tendance gagne rapidement en visibilité par l'entremise des médias, des magazines ou aujourd'hui des réseaux sociaux. La massification représente l'étape où la tendance se démocratise grâce à la production industrielle, la reproduction visuelle et la circulation médiatique. Elle n'est plus réservée à l'élite, mais touche à un public beaucoup plus large. Bourdieu prolonge la réflexion en expliquant que cette adoption généralisée conduit l'élite à abandonner cette tendance, que je vous expliquais tout à l'heure avec Simmel, la recherchant ailleurs pour conserver son pouvoir de la distinction. Le goût devient alors une arme de différenciation qui se traduit par une fuite en avant permanente. Le rejet, lui, intervient lorsque la tendance atteint un degré de saturation, donc c'est-à-dire quand trop de gens l'ont adoptée. Elle n'est plus valorisée car trop répandue, banalisée, parfois stigmatisée par ceux qui l'ont initiée ou ringardisée dans l'espace public. Ce rejet lance alors un nouveau cycle de tendances où des éléments abandonnés sont repérés, réinterprétés et recyclés. Guillaume Erner, dans La sociologie des tendances, montre comment l'industrie et les créateurs revisitent continuellement les codes passés pour leur donner un sens nouveau. Le vintage, le revival font partie justement de cette logique circulaire. Les exemples contemporains illustrent l'accélération et la complexification de ce cycle grâce au numérique. Sur TikTok, une tendance née d'une vidéo virale qui peut être adoptée massivement en quelques jours. On va observer des pics d'achat de certains trucs. La plateforme accentue la viralité, mais aussi l'obsolescence. Le cycle s'accélère et les tendances disparaissent dans l'infobéséité. L'idée qu'il y a tellement d'infos qu'elle est trop grosse, trop présente. Parfois recyclée par des algorithmes dans de futures micro-tendances.
À l'inverse, les cycles historiques, eux, comportaient des rythmes plus lents. La jupe rayon, la redingote, la petite robe noire traversaient des décennies entières, décennies donc 10 ans, testant leur performance avant d'être recyclés par de nouveaux acteurs. L'analyse du cycle de vie des tendances, éclairée par Veben, Bourdieu ou Erner, et les exemples actuels, montrent que la mode est traversée par des dynamiques de distinction, d'imitation, de rejet, de resurjection, chaque époque adoptant ses logiques à ses propres technologies et imaginaires collectifs. L'un des plus grands enjeux aujourd'hui contemporains autour de toutes les tendances mode qu'il y a actuellement, il y a une réelle remise en question du modèle qui a été déjà mis en place d'ailleurs, donc on remet vraiment en question la façon dont tout ça a été la manière dans laquelle les tendances se mettent en place. Ouais, voilà. C'est pas tant le phénomène en lui-même qui pose question, c'est la manière dont c'est fait. Vous savez d'où vient le problème. Ce questionnement s'appuie sur des limites qui sont de plus en plus visibles. Donc déjà, l'impact écologique, of course, les conséquences sociales et la perte de diversité culturelle. La critique la plus vive, bien évidemment, se porte sur la fast fashion, qui repose sur une production de masse ultra rapide, une obsolescence bien évidemment programmée et une accélération des tendances. Ce modèle favorise le gaspillage, en tout cas le gaspillage textile, et c'est considérable, hein. Chaque année, c'est des millions, voire des milliards de tonnes de vêtements qui sont invendus, usagés, jetés, brûlés, générant de la pollution, de la surconsommation de ressources et accumulation de déchets. Et évidemment, absolument pas en Occident, hein. Les études relayées par différentes ONG et notamment par Oxfam France soulignent la pression sur l'environnement due à la surproduction notamment de coton, à l'utilisation de produits chimiques et à la consommation énergétique des grandes enseignes mondiales. Derrière la vitrine esthétique des tendances, la réalité de la chaîne logistique implique aussi des conditions de travail souvent précaires et une exploitation des populations les plus vulnérables, en particulier dans les produits producteurs du sud global. La fast fashion induit également une uniformisation des pratiques culturelles, mais aussi des corps. Les collections sont mondialisées et calquées sur les mêmes tendances, ce qui efface les spécificités locales en homogénéisant les goûts et limitant la diversité stylistique. Les enseignes internationales imposent leur choix, transformant la mode en un marché de masse où la nouveauté se confond avec la répétition des mêmes codes diffusés à l'échelle planétaire. Cette logique alimente une certaine lassitude esthétique, un appauvrissement du langage vestimentaire et une difficulté à se réinventer de manière authentique. Au-delà de l'impact matériel, environnemental, enfin bon bref de tout ça, ce système de tendance influe énormément sur vous-même, sur l'image que vous allez avoir de vous-même et surtout la pression normative qui est forcément donnée, influencée et surtout qu'on vous donne que ce prisme-là. Du point de vue du consommateur, vous allez vraiment subir ce phénomène. C'est l'idée justement notamment très liée au corps, du poids, d'être mince, gros, tout ça. C'est à cause de la manière dont on a formulé les tendances aujourd'hui, c'est à cause de la mode. Les sociétés donc contemporaines sont saturées de messages publicitaires, de prescriptions médiatiques. Ça encourage forcément une course permanente à la conformité. Il s'agit d'être dans le vent, de suivre l'air du temps, sous peine d'être perçu comme quelqu'un de démodé ou encore de marginalisé. On peut changer, du tout au tout. Tu peux juste être perçu comme étant un peu démodé, etc., machin et tout, et du coup, tu vas essayer un nouveau truc, toi, genre, et les gens, ils vont direct te catégoriser marginalisé. C'est le concept de la tendance. Ouais. C'est toute l'idée du texte. Merci, je reste pour cette belle paraphrase. Cette injonction de la nouveauté, elle va toujours être relayée autant par les magazines que par les réseaux sociaux et peut générer du mal-être, de l'anxiété ou notamment forcément par les plus jeunes, donc les plus impactés, qui vont être confrontés à une injonction implicite à la performance esthétique et sociale. La critique du modèle des tendances met en lumière sa responsabilité dans les phénomènes globaux de gaspillage, d'exploitation, d'uniformisation et de pression normative. Elle invite à repenser la finalité et à revisiter le sens pratique vestimentaire dans un contexte de crise environnementale et sociétale. Face à la crise du modèle des tendances, de nombreuses critiques et alternatives émergent, dessinant les contours d'une résistance, contestent la logique dominante de la mode et proposent d'autres manières de la consommer, de la produire et de l'incarner. L'anti-mode s'affirme d'abord comme une posture de refus. Certains créateurs et communautés
côté, rejettent volontairement la participation au cycle des tendances, préférant afficher leur singularité ou repenser le vêtement comme support d'identité individuelle et non de la conformité. On observe la valorisation de références marginales, la mise en avant de styles personnels et parfois anachroniques en réaction à l'uniformité imposée par la fast fashion. L'essor de la personnalisation avec la customisation, l'upcycling, le détournement des pièces vintage permettent à chacun de se réapproprier le vêtement, de dialoguer avec son histoire personnelle et celle du vêtement, voire de transmettre son identité à travers des choix stylistiques en marge de la trend globale. Le mouvement slow fashion s'impose comme l'une des alternatives les plus structurées de ce contre-modèle. Il milite pour une consommation réduite, raisonnée et responsable, privilégier la qualité à la quantité, la durabilité à l'obsession de la nouveauté. On va avoir de nombreux créateurs qui vont justement jouer ce jeu-là. On a notamment parmi les maisons Stella McCartney qui le fait beaucoup. On a aussi Marinser qui va beaucoup le faire avec l'upcycling. On a des marques comme Veja qui misent sur des matériaux respectueux, des circuits courts et une transparence totale de leur production, s'opposant ainsi à la logique consumériste et opaque de la fast fashion. Ce retour à l'artisanat s'accompagne souvent d'une volonté de circularité, collecte et revente de pièces d'occasion, upcycling, recyclage industriel ou partage de savoir-faire, autant de pratiques qui encouragent à la socialisation du vêtement tout en respectant ses ressources. Les études de cas montrent que cette résistance va s'incarner dans les dynamiques communautaires. Des collectifs comme Fashion Revolution, des plateformes collaboratives ou des mouvements militants se mobilisent, informer, éduquer, transformer les pratiques du secteur. La question de la viabilité et de la nécessité de la tendance, du modèle de tendance, anime aujourd'hui vraiment un débat majeur au sein des fashion studies et de la réflexion d'une critique contemporaine. On a plusieurs chercheurs, philosophes et praticiens qui s'interrogent sur la capacité du système à se réinventer, voire à s'affranchir de la logique cyclique qui lui est propre. Faut-il sortir de la logique des tendances ou bien la transformer? Pour Guillaume Erner, le cycle de renouvellement perpétuel alimente autant la créativité que la frustration. Il permet l'expérimentation, la surprise et l'émulation stylistique, mais induit aussi une instabilité et une obsolescence constante, source de surconsommation et de désenchantement. Erner insiste sur la nécessité de repenser le rôle de la tendance, non comme une injonction à l'imitation, mais comme une invitation à la pluralité des styles et à la diversité des pratiques. Godard, lui, dans la sociologie de la mode, évoque dans une certaine mesure la possibilité de transformer les cycles. La mode pourrait davantage valoriser les innovations durables, les modèles alternatifs issus de la slow fashion ou des dynamiques communautaires, sans renoncer à la puissance symbolique de la nouveauté. Godard met en avant l'importance de la réflexivité et de l'éthique. La tendance ne doit plus être le simple produit d'une industrie, mais le résultat d'un dialogue entre créateurs, consommateurs et communautés, ouvert à la diversité des cultures et des rythmes. Les chercheurs contemporains défendent l'idée que le modèle de tendance peut se régénérer. Il s'agirait de favoriser la circularité, la personnalisation et surtout la valorisation de l'héritage artisanal. Let's go, nouvelle vidéo, on retourne tout. Je rigolote, moi, parfois. Tout en repensant les rapports de pouvoir et les logiques prescriptives. Le recours aux modèles alternatifs type upcycling, co-création, autonomie stylistique crée un espace plus démocratique où la tendance n'est plus synonyme d'uniformité imposée, mais d'exploration individuelle et collective. Enfin, la nécessité du modèle est elle-même interrogée. Dans un contexte qui est post-crise écologique et identitaire, la mode doit repenser son rapport à la nouveauté, au temps et à la tradition. L'enjeu n'est plus seulement de suivre ou de rejeter la tendance, mais d'inventer des cultures vestimentaires capables de s'adapter aux besoins contemporains. Bien évidemment, tout en maintenant la capacité de renouvellement et de surprise propre à la mode. La mode, libérée d'une contrainte cyclique, pourrait devenir un espace de créativité éthique, de pluralisme et de durabilité sociale. En guise de synthèse de tout ça, puisqu'on va petit à petit vers la fin de l'épisode, il s'agit d'interroger la place actuelle et future des tendances dans la mode. Sont-elles encore indispensables? Doivent-elles être repensées? D'un côté, les tendances jouent un rôle de catalyseur pour la créativité collective. Elles permettent de renouveler le langage esthétique, d'expérimenter de nouvelles formes et d'introduire dans le quotidien une dose de surprise et d'innovation. Les tendances sont aussi un miroir des dynamiques culturelles et sociales. Elles reflètent les préoccupations, les imaginaires et les valeurs d'une époque, exprimant l'air du temps tout en le modifiant. Cependant, ce moteur créatif comporte une dimension paradoxale. Les tendances se mondialisant et en s'accumulent
accélérants risquent de devenir des pièges de la standardisation. L'uniformisation des styles, la répétition des motifs et la saturation des codes conduisent à une perte totale de la diversité et de l'originalité, où l'expression singulière s'efface derrière la conformité imposée par le marché. La mode court alors le risque de devenir un espace de jeu et de La mode court alors le risque de devenir moins un espace de jeu et de distinction qu'une industrie du déjà vu, soucieuse de rentabilité et de rapidité. Face à cette tension, la question de l'équilibre va devenir vraiment fondamentale. Comment préserver la singularité individuelle, le style, la personnalité, le choix libre du consommateur? Libre, hein, mettez-y des guillemets. Oui, tout en tenant compte de l'histoire collective et de la responsabilité contemporaine. Il s'agit d'inventer des pratiques, des modèles et des rythmes capables de conjuguer expression de soi, transmission des héritages culturels et prise en compte de l'environnement et de l'éthique. La personnalisation, la circularité, l'inclusion et la lenteur apparaissent comme des pistes majeures pour dépasser le dilemme de la standardisation, tout en maintenant l'élan créatif et l'impact social de la mode. Ce qu'il faut bien comprendre dans tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, c'est pas tant que la tendance est un problème et qu'on est vraiment comme anti-tendance. On suit pas forcément les tendances, on va pas vous mentir, c'est pas forcément quelque chose qu'on va regarder. Mais le problème, c'est pas tant ce phénomène-là, c'est la manière dont il est exploité par les industries notamment et par ceux qui veulent s'enrichir, parce que à la fois, il permet l'enrichissement d'une certaine catégorie de la population et en même temps l'appauvrissement de certaines catégories de la population dans le monde. Ça permet un appauvrissement culturel, physique, de ressources, économiques. Et en fait, c'est plus ça le problème qu'on dénonce. C'est pas que la tendance existe en elle-même. On n'a pas vraiment de problème hyper particulier avec la tendance. Avec certaines tendances peut-être, oui, mais pas avec la tendance en général. Mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce phénomène-là, c'est pas juste trop bien, il y a une nouveauté sur TikTok et tout, j'ai trop envie de m'habiller comme tout le monde et tout machin. C'est qu'en fait, derrière ces phénomènes-là, il y a d'autres choses en fait qu'il faut comprendre, il y a d'autres enjeux. Et c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui, qu'on voulait vous faire cette vidéo-là. Parce que moi, en tout cas pour ma part, travaillant dans une certaine mesure dans le stylisme, moi, c'est quelque chose qui, la tendance, me fait profondément chier parce que du coup, faut suivre certaines attentes de la société et tout. Moi, j'en ai absolument rien à foutre de ce qu'on attend de moi. Donc voilà, on espère que ce petit épisode critique sur ce concept de la mode vous aura plu. De toute façon, la mode ne peut pas se séparer de la tendance, elle a été forgée dessus. Donc, c'est ça en fait. C'est pour ça que on peut pas aller contre la tendance, sinon on irait contre le phénomène de mode. Et du coup, comment est-ce qu'on construit une société sans phénomène de mode aujourd'hui? C'est extrêmement complexe. En fait, le problème, il est simple, c'est la société en tant que telle, le modèle de la société en tant que telle qu'il faut revoir. La société consumériste, capitaliste. Exactement, patriarcale, blanche, voilà. Maintenant, on peut pas, donc faut bien trouver des solutions. En fait, la tendance est prise dans un phénomène structurel. Elle n'en est pas la structure. C'est ça. Elle est structurante, mais c'est pas elle la structure. La structure, c'est la société capitaliste, mondialisée, consumériste. Et dans cette structure-là, on va avoir des petites sous-structures et la tendance en fait partie, parce que au-delà de juste être un phénomène de mode, la tendance est un phénomène social global. Ça contrôle l'entièreté de notre manière de consommer. Ouais, c'est clair. Et ça part de la mode. Partout. C'est un truc de ouf. Voilà, on va s'arrêter là, je pense. Ouais. Vous pouvez liker, commenter, partager. Exactement, les YouTubers, comme d'habitude, vous connaissez. Venez sur les autres réseaux sociaux, Instagram, aussi, TikTok. Course, n'hésitez point. Puis voilà, on va s'arrêter. On vous dit à la semaine prochaine. Ouais. Et on vous fait des bisous.